Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République participe aux 15e conférences internationales de la lutte contre la désertification et la sécheresse en Côte d'Ivoire. Et le G7 s'engage à arrêter les achats de pétrole en russe. Bonsoir, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, aux côtés d'une vingtaine de ses homologues issus d'Afrique et d'autres continents, aux travaux du sommet des chefs d'État et du gouvernement de pays membres de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. La Convention des parties des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse a valeur de plateforme de dialogue, de concertation et d'intégration pour les pays du monde en vue de réponses efficientes aux problèmes posés par le phénomène de désertification et de rétrécissement des terres arables. Elle correspond également à un espace de réflexion et d'échange d'expertise pour ces pays membres, la quasi-totalité des nations du monde en matière d'identification de plans intégrés, d'actions et de stratégies visant à pallier aux conséquences drastiques, notamment de dégradation d'écosystèmes et de manque économique à gagner pour les populations vivant des métiers liés à la terre. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui marque l'ouverture des travaux de cette 15e session de la Convention des parties des Nations Unies s'est tout d'abord penché sur l'évaluation et l'état d'avancement des pays membres par rapport à la notion de neutralité de dégradation qui a valeur de priorité absolue assignant les États partenaires de cette convention à l'objectif zéro dégradation des terres arables à l'horizon 2030. Ce sommet a ensuite dédié un volet important de ses travaux à l'accentuation des coopérations et des transferts de compétences au sein des pays membres de la Convention aux fins d'acquisition des patrimoines humains hautement qualifiés à la gestion et à la régulation des problématiques liées à la dégradation des sols et la réduction des terres arables. L'ordre du jour de cette réunion, au sommet à laquelle a préparé le chef de l'État djiboutien, a intégré aussi d'importantes discussions sur les voies et moyens permettant l'accès aux pays membres de la Convention au financement indispensable à la prise en charge des projets de lutte contre la sécheresse et de restauration des terres fertiles. Par principaux bailleurs de fonds, il y a eu lieu d'entendre non pas seulement les structures classiques telles que la Banque mondiale et la Banque africaine, mais penser aussi à l'ensemble de mécanismes disponibles à l'échelle mondiale, tels que le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, est spécialisé dans le financement des projets liés à la lutte contre la dégradation de l'environnement. À propos de ce dernier sujet, il a expressément été convenu que ce sommet débouche sur une résolution officielle, la résolution d'Abidjan, appelant les principaux bailleurs de fonds mondiaux à apporter leur concours financier aux pays membres de la Convention des parties des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Il y a lieu de noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation dans le cadre de sa participation à la 15e conférence internationale des parties membres de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. En marge de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue en marge de sa participation aux travaux du sommet des chefs d'État avec son homologue ivoirien, donc Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre dédiée à la lutte contre la désertification et la sécheresse, le président Guelleh et son homologue ivoirien ont évoqué ensemble les voies et moyens d'accroître le niveau d'échange et de collaboration entre les deux pays et les deux peuples. Eh bien, la rencontre a vu la participation de notre ambassadeur à Abidjan, Mohamed Bourhan, ainsi que les membres de la délégation qui accompagnaient le chef de l'État dans ce déplacement.
Le ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, le ministère du Commerce et du Tourisme a organisé aujourd'hui un atelier de validation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, co-présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Dirie, et le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, José Barahona. Eh bien, cette rencontre est l'occasion de présenter la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAf, mise au point par le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'appui de la Commission économique pour l'Afrique et l'Union européenne. Cette stratégie analyse les avantages comparatifs du Djibouti pour mieux favoriser la diversification de son économie et le développement de chaînes de valeur. Elle a pour ambition de permettre au pays de saisir au mieux les opportunités offertes par la ZLECAf et d'apporter un nouveau dynamisme à l'intégration économique de la République de Djibouti dans le commerce intra-africain. Écoutez le représentant du système des Nations Unies. Une livraison d'échange dans tous les continents, il peut faire de Djibouti vraiment, il peut venir au rêve du gouvernement que Djibouti devienne la porte d'entrée et sortie, pas seulement pour l'Éthiopie, que c'est très important, mais aussi ailleurs, pour Soudan, Soudan du Sud, Kenya, etc., etc. Les plus livres que c'est le commerce, et le plus de commerce que nous allons entre les pays de l'Afrique, le plus que ça peut bénéficier les portes d'entrée et sortie de Djibouti. C'est aussi aligner les objectifs de développement durable. Il y a dans les objectifs favoriser les zones de libre-échange par le monde, c'est une des façons d'accélérer les objectifs de développement durable. L'experte en matière de genre et de commerce et le représentant de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Dr Souleymane Abdallah, en tour à tour, a rappelé les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine pour Djibouti. On les écoute. De Djibouti, mais aussi pour tout le continent. Nous reconnaissons et saluons en outre la participation active de la République de Djibouti au processus de la ZLECAf. La République de Djibouti a été parmi les quelques premiers pays à déposer leur instrument de ratification. La République de Djibouti a déposé son instrument de ratification le 11 février 2019, faisant ainsi d'elle le 13e État partie de la ZLECAf. Nous savons également que la République de Djibouti soumettra la version finale de sa liste d'engagements spécifiques pour examen à la prochaine réunion du comité du commerce des services. En ce qui concerne le commerce des marchandises, le pays n'a pas encore soumis sa liste de concessions tarifaires, mais a pris des mesures pour veiller à ce qu'elle soit élaborée et finalisée. Le secrétariat tient à rassurer la République de Djibouti que nous lui fournirons toute l'assistance nécessaire dans le cadre de son mandat. La ZLECAf offrira l'opportunité aux pays africains, et en particulier à Djibouti, de conforter sa place naturelle de hub logistique régional et d'apporter une réponse aux défis de la création d'emplois, de diversification de l'économie, de développement d'un système d'inclusion sociale et une meilleure répartition des bénéfices de la croissance conformément aux objectifs de développement durable. Ceci est en droite ligne de ce qu'annonçait le coordinateur résident du système des Nations Unies. Et donc la mise en œuvre de la ZLECAf à Djibouti vise un objectif général de renforcement de l'intégration de l'économie nationale au sein du marché unique continental. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Dirie, a pour sa part rappelé la volonté exprimée par le chef de l'État à travers notre adhésion à la ZLECAf intervient dans une période cruciale marquée par des revers socio-économiques que connaissent nos pays en raison de la pandémie du Covid-19, mais également les chocs financiers, économiques et alimentaires en cours. Voici un extrait de son discours. Il est nécessaire de souligner que cet objectif est conforme avec celui d'unifier le commerce intra-africain cristallisé dans le traité d'Abuja entré en vigueur en 1994, dont les piliers sont les communautés économiques régionales CER. Cela signifie que la ZLECAf s'appuiera sur les acquis de CER. L'opéralisation de la ZLECAf contribuera au renforcement des échanges commerciaux intra-africains. Depuis 2017, mon département a réalisé une étude sur l'impact de la participation de Djibouti à la zone de libre-échange du COMESA et une évaluation sur les avantages
et défis à la zone de libre-échange continentale et africaine. Elle a identifié les secteurs potentiels à l'intégration économique régionale dans le cadre de la CELECAF, tels que l'énergie, la pêche, l'éthique, le tourisme et des opportunités de création de chaînes de valeur régionales et continentales. Parmi les mesures prises dans le cadre de la réalisation de la CELECAF, la République de Djibouti est sur le point de conclure les négociations sur les 5 secteurs prioritaires tels que le tourisme, le transport, la communication et y compris la télécommunication et le secteur financier. La stratégie nationale présente les principes sur lesquels le gouvernement va fonder ses actions politiques afin de faciliter une meilleure intégration commerciale du pays aux marchés continentaux et de promouvoir le développement de chaînes de valeur régionales. Le nouveau plan de développement 2020-2024, intitulé Djibouti ici, a réaffirmé son axe stratégique sur la connectivité, l'objectif de promouvoir Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale, offrant une plateforme multiservice de financiers, du e-commerce et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre du programme visant à renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Corne de l'Afrique, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, en collaboration avec la Banque africaine de développement, ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du projet. Cette cérémonie de lancement a vu la présence de la ministre de l'Agriculture par intérim. Le projet d'un montant de 3,5 milliards de francs est financé par le Fonds africain de développement et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Le programme a pour objectif de renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en améliorant ainsi les conditions de vie des femmes, des jeunes et de la population en général. Objectif, renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire et au changement climatique en permettant aux pays participants d'améliorer la productivité agropastorale et les systèmes de production dans les zones transfrontalières de la région de l'IGAD et de rendre les chaînes de valeur agropastorales plus compétitives afin de dynamiser le commerce et les revenus. Situées dans les régions d'Al-Sabié, Tadjoura, Dikir, Arta et Ambouli, dans une dynamique de croissance économique soutenue et plus productive. Excellence Madame la Ministre, distingués invités, le lancement du projet BREFO ouvre donc une nouvelle ère pour promouvoir davantage la production agricole, le commerce et l'industrialisation. Pour un pays comme Djibouti, dont le climat est plus exposé aux aléas climatiques, le projet a été retenu pour réduire la vulnérabilité du pays face aux défis climatiques. Ceci va être réalisé à travers la mobilisation de l'eau et le développement des infrastructures connexes, l'adoption de nouvelles technologies et le développement de chaînes de valeur prometteuses, ainsi que la création d'emplois à travers l'accès au financement. Nous sommes convaincus que ces axes constituent des éléments essentiels pour la réussite du secteur agricole qui peut stimuler l'augmentation des revenus et des emplois. L'appui de la Banque africaine de développement à ce projet confirme encore une fois notre engagement à soutenir le développement du secteur agricole de ce pays. Écoutons le mot de la ministre des Affaires sociales et ministre de l'Agriculture par intérim, Mme Loufa Ismaël Abdo. Appuyer les acquis du projet DRSLP 1 et 3 et sera mise en œuvre dans 6 pays de la Corne de l'Afrique. C'est que la Banque africaine de développement, avec l'intermédiation de l'IGAD, que nous remercions et qui sont vraiment dans le siège État de Djibouti, nous remercions vraiment le travail qu'ils font pour nous accompagner justement dans ce projet régional de développement de la région qui permettrait indéniablement de soutenir les activités visant à rétablir les moyens de subsistance en investissant dans la région de ressources naturelles, telles que l'eau, le pâturage, la gestion intégrée des terres, l'infrastructure agricole et l'élevage et également de la pêche.
Ce programme vise à s'attaquer donc aux causes profondes de la vulnérabilité pour forger une résilience face à la sécheresse afin de consolider davantage la paix et promouvoir l'utilisation équitable des ressources naturelles limitées qui bénéficient de leçons tirées et de la mise en œuvre des projets dans les pays avec la participation d'autres partenaires de développement, comme je viens de le citer, la BAD bien sûr, mais également la Banque mondiale, la BID, l'Union européenne et le FIDA, qui visent les mêmes objectifs, mais dans des zones différentes. Donc, comme vous le savez, Djibouti, comme dans la plupart des pays d'Afrique, ont vraiment vécu et subi des chocs exogènes, notamment, si j'en cite, et la plus récente, c'est l'inflation également des denrées alimentaires, due à la crise ukrainienne, mais également à la sécheresse récurrente dans notre région. Mais avant ça également, l'impact du Covid qui sévit toujours en République de Djibouti, comme dans la plupart des pays africains, l'impact est toujours réel et toujours là, auquel nous devons faire face. Également avec les crises politiques par-ci, par-là, des pays frontaliers avec la République de Djibouti qui ont impacté vraiment ses recettes budgétaires. Donc face à tout ça, il y a également l'invasion des criquets pèlerins, auquel la région également a été touchée. Donc face à au moins 5 chocs exogènes, Djibouti a continué de tenir debout, d'abord par l'intermédiation directe du gouvernement, par des fonds propres dans différents domaines, également pour lutter contre la résilience en milieu rural, mais en milieu urbain à travers différents projets de résilience. Et à l'issue du lancement du programme visant à renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Corne de l'Afrique, Brefond, la coordinatrice adjointe du projet a fait une courte présentation de ce programme. Brefond, le programme induira l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes et de la population en générale. Les changements attendus est de permettre une résilience accrue des systèmes de production, une augmentation des revenus des chaînes de valeur agropastorales et une amélioration de la capacité d'adaptation des populations à gérer les risques liés au changement climatique. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, s'est dit réjoui du lancement de ce programme tant attendu par notre pays et plus généralement dans la région. S'appelle les Brefond et qui inclut 6 pays de la région, dont Djibouti. C'est un projet d'un montant de plus de 20 millions de dollars, plus de 3,5 milliards de francs Djibouti, qui va durer 5 ans. C'est un projet de lutte contre la sécheresse et le renforcement de la résilience des populations rurales et qui englobe pratiquement toutes les régions de la République de Djibouti, qui va du nord jusqu'au sud. Il vient prendre la relève des projets anciens, DSP1, DSP3, qui ont été initiés par le ministère de l'Agriculture et qui ont donné de bons résultats dans le domaine de la région d'Ali-Sébé, notamment à Samo, à Ouéima, dans la région d'Arta, de Dewin, de Merjog et tout ça, et dans la région de Goba, tout ça. Donc, c'est un projet vraiment phare du ministère de l'Agriculture qui va renforcer les capacités de nos agroéleveurs, de nos pêcheurs et de nos agriculteurs. Ces projets consistent en quoi? Ils consistent d'abord à réhabiliter des périmètres agricoles, à initier des techniques intelligentes qui faisaient défaut jusqu'à maintenant. Il y a un volet aussi d'agro-business. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est le centre de création des zootechniques qui va être fait à Demerjog. Donc c'est un centre spécialisé pour les chèvres croisées qui va permettre d'augmenter la production de terre. Donc il y a beaucoup d'activités, notamment dans le secteur de la pêche aussi, qui est concerné par tous les littoraux. Donc toutes ces activités seront menées dans le cadre de ce nouveau projet qui est financé. J'insiste, je précise, c'est un projet d'un don de plus de 20 millions de dollars de Djibouti qui nous a été gracieusement octroyé par la Banque africaine de développement à l'instar des autres pays de la région. Dans la journée d'hier s'est tenue au siège du Conseil constitutionnel une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien président
l'honorable Abdi Ibrahim Absi et le nouveau président Abdi Ismail Hirsi. Outre les deux présidents, cette cérémonie s'est déroulée en présence des nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Rappelons que le nouveau président Abdi Ismail Hirsi, qui vient d'être installé ce matin, est un grand commis de l'État, magistrat de carrière. Il a occupé la fonction de secrétaire général au ministère de la Justice, chargé des droits de l'homme. Il a été élu président de la CENI lors des élections législatives de 2013 et de l'élection présidentielle de 2016. Par ailleurs, il a été élu par les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine en qualité de membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Il a assuré pendant 4 ans la fonction de vice-président au sein de cette même commission. Écoutez l'ancien président Abdi Ibrahim Absi qui a attesté que le nouveau président est un homme compétent. À la nomination de la présidence du Conseil, M. Hirsi, vous êtes un homme de carrière dans le domaine juridique. Vous avez l'expérience dans le domaine des élections au niveau national, et au niveau international et régional. Vous avez également l'expérience ici, dans cette institution. Pendant 4 ans, vous avez travaillé avec nous. Vous êtes également un haut fonctionnaire, un haut cadre, et un homme qui a une mission très importante au niveau de l'Union africaine. Votre nomination aujourd'hui ici couronne votre carrière riche pendant plus de 40 ans. Je voudrais vous féliciter. Aujourd'hui, je vais vous remettre la Constitution de la République de Djibouti parce que, avec l'ancienne équipe et l'équipe qui vient d'arriver, vous serez les garants du respect de la Constitution de la République de Djibouti. Félicitations, Monsieur le Président. Et le nouveau président Abdi Ismail Hirsi s'est dit ému par les mots prononcés par M. Abdi Ibrahim Absi à son endroit. Il a par ailleurs rappelé que l'esprit d'équipe sera toujours de mise et que durant sa présidence, le Conseil constitutionnel en tant qu'instance prestigieuse continuera de jouer son rôle actif pour confirmer et renforcer la pratique démocratique de notre pays. Nous l'écoutons. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cet éloge. Je remercie les collègues avec lesquels nous avons partagé 4 années de travail ici au Conseil constitutionnel et qui vont nous quitter, puisque nous avions été une équipe, nous avions partagé un travail noble, le contrôle de constitutionnalité des lois, les validations des élections dans notre pays, et puis les examens de quelques plaintes déposées par quelques concitoyens dans certaines matières. Nous avons travaillé dans un esprit d'équipe sous le haut patronage du président Abdi Ibrahim Absi. Je tiens à vous assurer, Monsieur et Madame les nouveaux membres et les anciens qui vont rester, que nous allons continuer dans cet esprit d'équipe, que nous allons, dans le cadre de notre mission, travailler dans l'harmonie et dans le respect de notre loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, dans le cadre de la Constitution et dans le cadre aussi de notre règlement intérieur. Nous aurons le temps d'en discuter davantage. Et je voudrais de nouveau remercier Monsieur le Président, remercier Monsieur les membres et accueillir avec un grand plaisir les nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Et je dis vive le Conseil constitutionnel, vive la Constitution de la République,
et vive le travail que nous allons assurer ensemble. Merci beaucoup de votre attention. Dans le reste de l'actualité, le Kempinski Palace a servi aujourd'hui d'auditorium pour un atelier de restitution de la feuille de route pour la réforme du cadre juridique et institutionnel de marché public. Cet atelier est présidé par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye, et la chef de la division en passation des marchés du Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Mme Patricia Berezlowski, cadre de la Banque mondiale, a rassemblé les différents cadres de l'administration. Avec l'appui de la Banque mondiale, il a été question lors de cet atelier de concertation, de discuter sur la feuille de route, d'échanger sur l'état des lieux de la mise en place du portail électronique des marchés publics, mais aussi d'appuyer les unités de mise en œuvre des projets en matière de passation de marché. Cette journée a été une occasion de brosser un tableau, mais aussi d'échanger sur l'état actuel et parmi les options préconisées et parmi les recommandations, établir une feuille de route. Dans une perspective large, cette initiative de réformer le cadre institutionnel et juridique de la feuille de route fait partie du vaste programme qu'a engagé le gouvernement en vue de réorganiser le mécanisme de passation des marchés publics. L'efficacité du système de passation des marchés publics en particulier. La Banque mondiale s'est réjouie que le gouvernement ait pu conduire l'évaluation du système de passation des marchés publics de Djibouti suivant la méthodologie MAP à 2017. Elle soutient également l'initiative en cours de préparation de la feuille de route qui tient compte des recommandations issues à l'évaluation MAPS. Je saisis ainsi cette occasion pour féliciter les comités techniques et les comités de pilotage qui ont ménagé aucun effort pour élaborer cette feuille de route qui aujourd'hui arrive au stade où il s'agira de s'accorder sur son contenu en vue de sa finalisation et surtout de sa mise en œuvre. Écoutons à présent un extrait du mot du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye. Ces dernières années, nous avons entrepris de nombreuses réformes et nous avons su, à travers la politique d'investissement et notre diplomatie, nous inscrire dans un agenda qui est un agenda régional et dans un agenda continental, avec des perspectives qui sont encourageantes pour notre pays. Au niveau économique, donc, les perspectives sont intéressantes puisque nous avions donc ces dernières années des taux de croissance qui étaient autour de 7%, malgré ce qui s'est passé en 2020 avec la crise de la Covid, qui a affecté l'ensemble du monde, et Djibouti aussi. Même si nous ne sommes pas rentrés en récession, les taux de croissance ont fortement chuté. Donc pour en revenir donc, à l'année 2022, on pensait avoir tourné le dos à la crise et à la Covid-19. D'autres crises s'installent dans le monde, et on le voit ce qui se passe en Europe et du côté de l'Ukraine. Donc il y a des tragédies, mais c'est des tragédies qui sont loin de nous, mais qui nous touchent aussi. Pourquoi? Parce qu'elles nous touchent à travers la flambée que nous constatons sur les prix des matières premières et surtout sur les denrées alimentaires. Plus proche de nous, nous avons aussi d'autres problèmes qui nous touchent. On voit aujourd'hui la sécheresse qui touche fortement l'Afrique de l'Est, qui résulte donc du changement climatique. Tout le monde entend parler du changement climatique, mais c'est l'Afrique de l'Est qui est affectée durablement par ce changement climatique et par cette sécheresse terrible qui frappe la région. Nous, on avait fait à l'époque un exercice avec les partenaires des Nations Unies, les autorités nationales, et on avait vu que l'impact de la sécheresse à Djibouti était important, puisqu'on perdait quasiment 1 point de PIB par an, uniquement dû à la problématique de la sécheresse. Tout autre chose, la jeunesse du quartier d'Al-Hiba, sous la direction des élus locaux, des membres du conseil de quartier, la coordination des militants et sympathisants de l'UMP ont lancé une campagne de porte-à-porte, de sensibilisation dans l'optique de mobiliser la population et d'inciter au plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales. Ces actions de porte-à-porte donc vont se poursuivre dans les autres régions, dans les autres quartiers et communes, ainsi que les régions de l'intérieur. Ces législatives s'annoncent particulièrement importante dans la mesure où elle permettra au président de la République d'avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour mettre en chantier son programme présidentiel de 2021.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins de Djibouti a organisé ce week-end une formation sur la chirurgie buccale. C'était aux Acacias. La chirurgie buccale et maxillofaciale est une spécialité de la médecine dentaire qui est reconnue internationalement. Elle s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies, blessures et anomalies du visage, de la bouche, des dents et des mâchoires. Cette formation dispensée par le docteur Choura Ahmed, d'origine marocaine, a permis à une vingtaine de dentistes du service public, de la CNSS, de la police nationale, des forces armées, des gardes-côtes, de bénéficier de l'expertise du professeur qui s'est réjoui de l'organisation de cette chirurgie buccale. Donc ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Et vraiment, c'était 2 journées qui sont très riches, et surtout en contact humain, en partage. J'ai fait la connaissance de gens qui sont extraordinaires, qui sont très gentils. Ça me fait un grand plaisir de partager ce que j'aime faire, ce que j'aime pratiquer, ma passion à la chirurgie. Je crois que vous l'avez senti, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire et j'aime bien partager cet amour avec vous. Le début d'une coopération sud-sud, d'une coopération qui est fructueuse, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie énormément. Je remercie le président de l'Ordre, tout le personnel, toute personne qui a œuvré pour la réussite de ces 2 journées. Et je vous dis, on se rencontre encore une fois, Inch'Allah, soit ici à Djibouti, soit au Maroc. Et le président de l'Ordre des médecins de Djibouti, le docteur Suleiman Nouraï, a indiqué que cette session de formation sur la chirurgie buccale est la première d'une longue série de formations à venir. Nous l'écoutons. Cette session sur la chirurgie buccale est la première d'une longue série de formations à venir. Nous sommes à l'aube d'un processus novateur qui devra, in fine, aboutir à l'harmonisation des protocoles thérapeutiques. Le caractère cosmopolite des praticiens djiboutiens impose la nécessité impérieuse de parler le même langage médical. L'élaboration des guidelines des prises en charge est une suite escomptée. Grâce à Dieu, à nos efforts et du soutien des autorités de notre pays, nous ferons de nos aspirations une réalité. Comme vous le voyez, les résultats que nous nous fixons sont nombreux, même si encore beaucoup de travail reste à faire pour répondre à la fois aux demandes de plus en plus pressantes du secteur, tout en gardant à l'esprit qu'au finish, tous ces efforts doivent permettre aux patients djiboutiens de disposer des professionnels de santé toujours plus performants et à l'écoute de leurs besoins. Au terme de cet atelier de formation sur la chirurgie buccale, permettez-moi de réitérer mes remerciements au nom du Conseil national des professions médicales de Djibouti au professeur Choura, qui a généreusement pris de son temps pour partager son savoir avec nous. Cher professeur, soyez-en gratifiés. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des dentistes qui ont bénéficié de cette formation. En voici une. On peut participer à une formation de haut niveau, de haute qualité. Ça nous a permis de nous mettre à jour par rapport aux dernières recommandations internationales. Ça nous a permis aussi de consolider nos connaissances, perfectionner nos connaissances médicales, mais aussi chirurgicales, à travers des ateliers chirurgicaux. Ça nous a aussi permis de réunir tous les médecins dentistes de tout Djibouti, c'est-à-dire les médecins du ministère de la Santé, de toutes les polycliniques de la ville de Djibouti. Les médecins des régions sont aussi là, les médecins dentistes des régions aussi, les médecins dentistes de la CNSS, de la Caisse nationale de sécurité sociale, les médecins dentistes de la police, les médecins dentistes des militaires, de l'hôpital militaire. Il y a aussi les médecins dentistes de la garde-côte. Presque tous sont là pour participer, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Et bien sûr,
tout cela, c'est pour notre population, la population djiboutienne, afin que cette population puisse bénéficier d'une prise en charge de qualité. Le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, accompagné du président de la commune de Bel'as, ainsi que tous les élus issus de cette commune et les chefs de quartier, ont cette première tournée dans les locaux des communes réalisé une prise de contact avec les administrateurs des antennes de la commune. Lors de sa rencontre avec les personnels de ces antennes, le maire de la ville a pu s'enquérir des tâches personnelles de l'antenne administrative de la commune du Bel'as Nord et de faire un état des lieux des locaux. Ainsi, le personnel officier du travail de proximité, tel que l'état civil et du tribunal coutumier. Le maire a visité également l'antenne administrative de la commune de Bel'as Nord, où il a pu s'entretenir avec le personnel de l'antenne administrative qui gère l'enregistrement des mariages, l'état civil, etc. Poursuivant sa tournée, il s'est rendu au 2e arrondissement qui abrite le siège de la commune de Bel'as. Là, il a évoqué avec le personnel les voies et moyens pour parfaire les services de la municipalité. Le maire a par la suite effectué un passage dans l'antenne de l'état civil dans l'hôpital Dar al-Hanan, qui est un centre de référence niveau 3 pour la maternité, accueilli par la directrice générale, a présenté au maire les différentes missions de l'antenne de l'état civil dans l'hôpital. Il a également présenté les missions et prérogatives de cet hôpital. La tournée s'est achevée par la visite de l'antenne de Bel'as Sud. Lors de l'entretien avec les agents de l'antenne de la commune, le maire n'a pas manqué de rappeler le devoir de la mairie envers la population et a exhorté plus de proximité. Dans une allocution, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a expliqué que l'objectif de la tournée consiste à faire de visu un état des lieux pour mieux répondre aux besoins et de se rapprocher de notre population à l'avenir. On l'écoute. De la commune de Bel'as, nous avons visité avec la nouvelle équipe de la mairie de Djibouti, mes adjoints, mon 2e adjoint, mon cabinet, avec les élus du conseil de la ville, les conseillers communaux aussi, pour faire un constat des services différents. Nous avons visité Dar al-Hanan, surtout la partie état civil. Comment la délivrance des naissances sont délivrées aussitôt. C'est pour rentrer en contact avec tous les services qui sont sous l'autorité de la mairie. Et à partir de là-bas, une fois que le constat a été réalisé par mon équipe et moi-même, nous allons procéder à un plan d'action et un plan de travail annuel, Inch'Allah. Depuis le 16 avril, 8 mineurs sont coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre dans la mine de zinc de Perkoa au Burkina Faso. Les secouristes espèrent encore un miracle. Les 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien, ont été portés disparus à la suite d'une inondation provoquée par des pluies diluviennes, selon une compagnie canadienne qui exploite la mine. Cette chambre de refuge est située à 580 mètres sous terre et est équipée de kits de survie. Les secouristes espèrent que les mineurs qui travaillent à 700 mètres de profondeur ont pu y accéder. Des techniciens procèdent à un pompage des eaux, mais leur travail a été compliqué par des pannes régulières des équipements. En Ukraine, le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. C'est ce qu'a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Cette décision va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de Vladimir Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre contre l'Ukraine, affirme l'exécutif états-unien. Son communiqué ne précise toutefois pas quel engagement exactement a pris chacun des membres du G7, à savoir l'Allemagne, qui en a la présidence cette année, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le G7 tenait dimanche en visioconférence sa 3e réunion de l'année avec la participation du président ukrainien Zelensky. Le choix de la date est hautement symbolique. Les Européens commémorer le 8 mai la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 9 mai 2022. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Télé Djibouti.